Bienvenue dans Squad Expert, le podcast dédié à la cybersécurité, au DevSecOps, au CloudSec et à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous parlerons de la vulnérabilité XZUtils, découverte fin mars et qui chamboule le monde de la supply chain. Pour en parler, nous recevons Lionel Garouard, Practice Leader DevSecOps chez Squad. Lionel, bonjour. Bonjour Adi. On fait un petit retour en arrière, on se penche déjà sur l'origine de cette vulnérabilité. Si je ne me trompe pas, il faut aller du côté de Microsoft qui a alerté la communauté sur cette faille. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi ? Cette faille, donc XZUtils, c'est effectivement, comme tu l'as dit, donc, du côté de Microsoft qu'il faut se tourner, et d'Andres Freud, qui est donc un DBA chez Microsoft, spécialisé dans les bases Postgre. Et il a découvert en fait une montée en charge anormale et un temps de réponse lors de ses connexions SSH sur ses machines. Et en creusant, il a découvert que le problème il venait donc de XZUtils, donc c'est une librairie qui est utilisée massivement dans le monde de l'open source, et l'ensemble des distributions Linux, une grosse partie du moins, embarque cette librairie de compression et décompression. Et donc XZUtils, si tu veux, ça comprend une sous-partie qui est la librairie LZ, la lib LZMA, donc c'est un algorithme de compression et de décompression, et qui a été donc impacté. Donc c'est Andres donc qui a effectivement relevé cette faille, qui a détecté au plus tôt, donc c'était le 29 mars sur OpenWall, donc il a alerté la communauté. Et au départ on pensait que c'était uniquement une compromission de l'OpenSSH, donc ça touche vraiment la connexion qu'on fait donc SSH pour atteindre une machine cible. Donc on le fait régulièrement et couramment donc dans notre milieu informatique. Et l'origine de ce problème-là, si tu veux, ça venait surtout, le facteur il a été humain. Voilà, il a été humain, et on voit dans l'ensemble des failles qui sont concernées, comme souvent, ouais. c'est souvent le facteur humain qui est impacté et qui est la root cause du problème, et notamment avec le social engineering. Je fais un petit récap de cette vulnérabilité-là. Tu as Jatan qui a rejoint, qui faisait pas mal de pull requests sur ce projet, donc XZUtils, qui était maintenu par Lascolin, et donc ça date depuis 2021, tu vois, donc on voit que l'attaque elle a été assez préméditée, il y a 3 ans donc, et il était assez actif dans ce projet-là, Jatan, en apportant des pull requests, tu vois, sur des demandes d'évolution, de fonctionnalités, de bug fix aussi. Et il a gagné la confiance de Lascolin, qui, au vu du grand nombre de demandes par la communauté open source, de faire évoluer cette librairie-là qui est utilisée, de corriger certains problèmes, entre guillemets, il a fait confiance à Jatan pour lui déléguer une partie donc de cette ownership du projet, en disant je n'ai pas le temps moi de traiter toutes les demandes qui arrivent massivement, est-ce que tu peux t'en charger, et je te délègue un petit peu les responsabilités sur ce projet-là. Un membre actif, un expert reconnu et qui s'infiltre. Voilà, c'est ça. Dans tout ça, quoi. Exactement. Et donc on a su par la suite que l'ensemble des demandes, des fortes demandes qui ont explosé, c'était en fait Jatan qui avait créé des faux comptes justement pour faire pression au mainteneur du projet, à Lascolin, pour lui dire regarde, il y a énormément de requêtes, de demandes de la part de la communauté, moi j'aimerais faire avancer aussi ce projet-là, voilà, si tu veux je peux t'aider, quoi. Donc on voit que c'est assez pervers, et donc c'est comme ça, si tu veux, que le début s'est fait, donc par la confiance en 2021, et à partir donc de 2023, donc fin 2023, Jatan a fait une modification en incluant donc le code malveillant à partir de la version 5.6.0 et 5.6.1 du projet donc XZUtils. Et on voit bien que c'est assez pervers parce que l'ensemble de ces contributions étaient vraiment intéressante, tu vois, et vraiment nécessaire dans ce projet-là. Donc il a gagné comme ça la crédibilité en fait, en disant oui, ce qu'il fait depuis 2021 quand même, ça fait avancer le projet. Donc allez, je lui donne, tu vois, les pleins pouvoirs entre guillemets sur le dépôt GitHub. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a pu introduire donc cette faille-là. Donc en fait, c'est de ne jamais faire confiance à personne. Ne jamais faire confiance, alors peut-être pas, mais effectivement avoir un regard critique et toujours analyser. Voilà, c'est vrai que les pull requests, les demandes de changement, ce qui ont été fait, c'est souvent pris peut-être un peu trop à la légère. C'est pour ça qu'il y a des outils qui existent pour pouvoir un petit peu faire ce travail-là. Mais c'est vrai que l'action humaine, elle est déterminante, tu vois, et ça malheureusement il faut bien avoir en tête que malgré tu vois, rien n'est entre guillemets
acté comme étant secure tout le temps. Il faut toujours se méfier. Voilà, donc ça c'était pour l'origine, un petit peu pour recontextualiser. Si on se penche un peu là, désormais dans la technique, de quoi il s'agit ? Alors sur les mécanismes un petit peu et les composants donc sur la porte dérobée, ce qui était pervers, c'est qu'on voit que le projet lui-même GitHub, le code source, on voit pas donc l'introduction de code malveillant, mais c'est uniquement dans les tarball versions qui ont été vérolées. Donc en fait les tarball versions, c'est les tar.gz, tu vois, que tu peux télécharger en standalone et que tu peux installer sur ton serveur. C'est ces versions-là qui ont été impactées, et donc ça a rendu un petit peu la détection initiale dure, tout simplement, hein, pour faire remonter donc cette vulnérabilité. Et si je rentre un petit peu dans le technique, donc ça utilise le mécanisme ifunc donc dans le processus de compilation. Voilà, pour détourner en fait les fonctions. Et il y avait un objet partagé qui était caché dans les fichiers de test, tu vois, dans un répertoire test pour faire un petit peu des tests, tu vois, de non-régression sur le projet. Le malware était là, en fait, le payload, et il y avait plusieurs scripts de compilation qui faisaient donc des traitements, qui décodaient cet objet, qui passaient par un autre script, etc., pour pouvoir désactiver des fonctions de sécurité. Voilà, comme l'endlock donc qui est utilisé pour éviter que des fonctions aient des privilèges, on va dire administrateurs, tu vois, sur la machine. Et ce processus malveillant, donc comme je te l'ai dit, il comprend donc plusieurs scripts. Donc tu as les objets, donc l'objet partagé donc qui est vérolé. Et donc il y a une série de scripts, une chaîne de scripts qui sont exécutés pour permettre d'interférer, tu vois, dans le processus de résolution des noms des fonctions, pour remplacer certains pointeurs, tu vois, de fonctions cruciaux, comme dans OpenSSH, donc c'est la fonction RSA decrypt qui a été remplacée et qui renvoyait en fait vers la librairie, donc la lib LZMA qui était vérolée et qui permettait donc d'ouvrir une backdoor pour faire ce qu'on appelle du RCE, donc c'est du remote code execution, donc du code à distance qu'on peut exécuter, que l'attaquant peut exécuter. Ouais. Ok. Dans les scripts malveillants, comme je te l'ai dit, donc il modifiait donc des fonctions de résolution de nom durant le changement du processus, et ces fonctions modifiées en fait elles permettent l'extraction de commandes à partir des certificats d'authentification et notamment la fonctionnalité donc système. Et donc ça facilite ça en fait via la fonction système, l'exécution de code à distance par l'authentification SSH. Voilà. Sur la chaîne d'exécution, je peux t'en dire un petit peu plus. Alors voilà, il y a le script donc malveillant, donc il était dans le fichier, donc c'était buildhost.m4 qui était exécuté donc pendant le processus de compilation de la bibliothèque, et ça décodait donc le fichier test, c'était donc bad3 corrupt lzma2.xz. Donc ça c'est la version compressée dans un script bash, hein, tout simplement un script bash qui est utilisé au quotidien dans nos environnements. Et ce script-là, il effectue donc le processus de décodage un peu plus complexe dans un autre fichier qui lui-même appelle un autre fichier script. Tu vois, donc il y a vraiment une chaîne d'exécution des scripts qui permet, in fine, de partager, de propager le fichier infecté, donc qui était le lib LZMA, la crc64 fast.o. Donc ça, c'est le fichier qui était vérolé dans le processus de compilation donc de LZMA. Et donc, tu vois, ce processus-là, il est très difficile à suivre. Et donc, si vous voulez une analyse un peu plus deep dive, tu vois, sur le sujet, je pense que voilà, vous pouvez vous référer donc sur l'article qui sera mis en ligne, hein, qui va traiter donc en deep dive. Je ferai un sujet dessus pour vraiment avoir une vue globale et de la vulnérabilité, et après deep dive vraiment dans le code source pour pouvoir vraiment faire de l'analyse approfondie. Voilà. Et donc pour résumer, en gros, hein, si je te résume, c'est un hook en fait. Voilà, ce qu'il faut avoir, c'est un processus de hooking en fait de la lib LZMA qui attendait que la connexion OpenSSH se fasse pour rediriger ensuite les fonctions légites de OpenSSH comme RSA public decrypt vers la lib LZMA qui était donc vérolée, et permettre ainsi avec la fonction système de pouvoir donner la possibilité à l'attaquant d'exécuter des commandes malveillantes à distance. Quels sont les mécanismes et les composantes de cette backdoor ? Alors, les mécanismes et composants, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que cette vulnérabilité, elle était présente uniquement dans les tarball versions et non pas dans le GitHub registry, tu vois, dans le source code dans lui-même, et uniquement c'était les versions standalone en tar.gz qui étaient impactées. Okay. Donc là, ça rendait la faille difficilement détectable. Et dans le mécanisme, en fait, ça a utilisé le mécanisme ifunc
qui permettait donc de détourner des fonctions. Il y avait un objet caché, donc c'était un payload, tu vois, qui était chargé via une série d'exécutions de scripts, une chaîne de scripts qui permettait le décodage de ce malware, quoi. Voilà. Et ça désactivait également donc des fonctions de sécurité comme l'endlock qui permettait donc de bypasser, on va dire, l'élévation de privilèges sur des fonctions. Quelles principales équipes sont touchées par cette vulnérabilité ? C'est toutes les équipes, voilà. Donc c'est une faille qui est vraiment majeure, qui est critique, et il faut pas la prendre à la légère. Donc l'ensemble des équipes sont impactées, aussi bien du dev en amont. Donc on préconise effectivement une approche shift left sur la sécurité, donc une approche DevSecOps avec l'analyse détaillée, approfondie, faire du SCA vraiment sur la composition logicielle de vos programmes. Donc bien les analyser, savoir quelles versions sont embarquées. Ils sont importés dans le code du développeur. Donc ça, c'est possible par des outils de scanning, de code source. Le fait d'avoir aussi un SBOM qui permet d'avoir vraiment un software bill of material qui permet de lister l'ensemble des composants, des librairies tierces importées dans le projet avec les versions, l'auteur, la contribution, voilà, les licences. Tout ça, c'est ultra important pour pouvoir se prémunir de ce type d'attaque et pouvoir les analyser et avoir des mesures préventives et correctives. Donc ça, c'est plutôt côté en amont, on va dire côté dev. Et après, côté plutôt ops, côté opérationnel et cyber, ça va être un audit à faire impérativement sur l'ensemble des serveurs Linux pour voir si cette version de XAdutils, la version 5.6.0 ou 5.6.1 est toujours présente. Et si tel est le cas, donc il y a le CISA recommande de passer donc à la version antérieure, donc c'est la version 5.4.6 qui était donc légit et qui ne comprenait pas l'injection malveillante. Voilà. Et donc on voit que ça touche tous les acteurs, tous les domaines d'expertise, aussi bien dev, on va dire DevOps, Ops, cyber, pour caricaturer. Voilà, donc c'est vraiment une faille qui est transverse et qui nous invite toujours à nous poser les questions de la confiance aussi et du facteur humain. On voit que c'est le principal, la chaise et le clavier, tu vois, c'est un peu notre faille. Donc comment faire pour se prémunir de ça? Par la mise en place d'outils, par la formation à la sécurité qui est ultra importante dans les équipes de développement, pas que des gars de la sécu, du cyber pour du cyber, mais également l'ensemble des acteurs, voilà, pour vraiment toucher tout le monde et pouvoir après mettre des mesures préventives et analyser, faire de l'analyse constante sur nos systèmes. Ce serait quoi? Ce serait analyser de l'open source? C'est l'analyse de l'open source, c'est ça tout à fait. Donc les librairies qu'on incorpore, mais également voir sur la machine si du moins nous avons cette faille, on va dire cette librairie qui a été installée dans nos serveurs, voir si on n'a pas eu d'autres comportements qui ont dévié du comportement habituel aussi. Ça, c'est important. Donc, moi, mes recommandations, ça serait audit des systèmes Linux pour voir s'il y a cette faille-là. Vite, faire un rétropédalage sur la 5.4.6 et voir quels ont été les impacts, si on peut retracer un petit peu le fil conducteur quand cette mise à jour de la librairie a été installée sur nos serveurs. Est-ce qu'on n'a pas eu des déviances au niveau des comportements du serveur? Est-ce qu'on n'a pas eu peut-être de l'exfiltration de données aussi? Voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et analyser urgemment. Mais du coup, au-delà de cette vulnérabilité, on s'aperçoit que cette nouvelle faille, elle met en avant la nécessité de prendre en compte la sécurité dès la chaîne d'approvisionnement. Que peux-tu nous dire, toi, là-dessus? Alors cette faille, comme tu l'as dit, elle met en évidence, c'est critique maintenant d'avoir une sécurité au sein de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Et on le voit d'ailleurs, le 9e rapport annuel de Sonatype, il est assez, flagrant sur la nécessité de prendre en compte ces mesures de sécurisation de la software supply chain, parce qu'on se rend compte qu'il y a le double d'attaques par rapport à l'année précédente. On est passé donc à peu près, on était à 140 000 attaques, à maintenant on est à 245 000, 250 000 attaques par an. Donc ça fait un bond, en moyenne, chaque année, on a 500% d'attaques de plus sur la software supply chain. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Et ça représente à peu près 96% des projets open source dont on connaît la vulnérabilité, qui ont une version supérieure ne présentant pas cette faille. Voilà. Donc c'est assez important, 96% des vulnérabilités qui peuvent être in fine évitées. Et il y a seulement donc 11%
des projets open source qui sont maintenus activement. Voilà, donc ça aussi, c'est une donnée qui est importante à prendre en compte. Et récemment, on voit avec l'augmentation des librairies tierces, notamment avec l'IA, avec le GenAI, qui a le vent en poupe et qui est maintenant, on va dire, plus une goutte d'eau dans notre écosystème. C'est des choses qu'il faut prendre effectivement en compte. Il y a eu une augmentation d'à peu près 130% sur les librairies pour faire donc des générations ou du LLM. Voilà. Donc ça aussi, il va falloir le sécuriser au sein de notre chaîne d'approvisionnement logiciel. Tout à fait. Quel impact pour les développeurs? C'est quoi? C'est de la formation supplémentaire sur toute cette partie sécurité? C'est ça. Donc sur l'impact côté développement, ça va être formation à la sécurité, essayer d'avoir des security champions, donc une approche DevSecOps comme on fait chez Squad, avoir des certifications aussi. Donc ça c'est aussi déterminant. Et proposer des outils qui permettent d'analyser le code, de faire de l'analyse statique, dynamique, interactive, du SCA, des scans de vulnérabilité, voilà, et adopter aussi les bonnes normes de sécurisation du code, comme l'OWASP Top 10 par exemple, le CS Benchmark, avoir un audit de maturité de la sécurité, voilà. Donc ça c'est ultra important à en prendre en compte pour pouvoir in fine sécuriser au plus tôt, même faire de la security by design, la security as code, pour vraiment avoir ces notions de sécurité en amont et non pas comme dans le cas de la faille XZUtils, on va dire être prise au piège de cette faille et en ayant une vulnérabilité, tu vois, qui permet l'exécution de code à distance, qui est quand même critique. En plus sur tous les serveurs Linux, c'est une grosse partie, tu vois, des distribs. Donc ça c'est quelque chose, tu vois, qui est important à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça va ralentir un petit peu le côté opérationnel du développement, dans le sens où il va y avoir plus d'analyse, plus de prise de temps avant d'aller chercher une nouvelle version et de l'implémenter dans son SI. Alors, effectivement, pour la mise en place dans une approche DevSecOps, c'est du temps qui est nécessaire et qu'il faut mettre au début. Alors, quand on fait du DevSecOps, on va pas magiquement réduire les coûts en termes de sécurité en claquant des doigts. En fait, il va y avoir un temps effectivement de mettre en place cette culture du DevSecOps et de formation. Et donc ça, c'est un coût initial, il est clair. Et au bout de 2 ans, 3 ans, on aura vraiment un ROI, un retour sur investissement sur ce coût-là, parce que on aura énormément moins de failles de sécurité. Les développeurs seront sensibilisés à la sécu, ils travailleront conjointement avec l'équipe de sécurité. Donc ça aussi, c'est point de vue collaboration, communication, on sera beaucoup plus agile pour la prise en compte de vulnérabilité. Et au point de vue de la résilience aussi opérationnelle, c'est quelque chose, c'est un facteur déterminant sur la reprise sur incident. Donc ça a un coût, mais nécessaire et qui va être amorti sur les prochaines années. Et ce serait quoi les formations, qualifications prioritaires que toi tu recommandes? Alors pour les formations et certifications, déjà les bonnes pratiques, ça va être la norme, je pense, au WASP Top 10. Pour moi, c'est vraiment la référence. On peut se baser aussi sur le CS Benchmark, donc je l'ai dit. Tu as également le WASP SAM, voilà, qui permet d'avoir une maturité DevSecOps de ton SI. Ensuite, sur tout ce qui est formation, sensibilisation, il y a la plateforme SecureFlag qu'on met en place chez Squad, qui permet de sensibiliser les développeurs sur les bonnes pratiques de sécurité avec leur programme de certification. Ça va être pour des profils un peu plus DevOps et DevSecOps, la prise en compte de la sécurité dans les certifications. Donc on peut typiquement, si on fait donc de la containerisation, avoir une CKS par exemple, c'est pas mal. Donc en prérequis, il faut la CKA, mais c'est vrai que c'est des formations de sécurité. Avoir une DevSecOps practitioner, je pense que c'est pas mal pour avoir ces notions-là de sécurité, de sécurisation. Utiliser des outils aussi. Si je te parle là un petit peu plus d'outils, ça va être un Vault, au moins la mise en place de Vault pour le stockage des secrets, des mots de passe, des tokens. Ça va être un système aussi de management, là on le voit, qui est ultra important, le code source. Nos dépôts, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le cœur de notre business, le dépôt. Le développeur, l'hébergement du code source, il faut qu'il soit irréprochable. Donc au point de vue sécurité,
et au point de vue gestion des droits, revue de code. Voilà. Et ça, cette action, elle est humaine. Et donc, c'est pour ça, c'est l'importance de sensibiliser les équipes, mais toutes les équipes, aussi bien la chefferie de projet, les développeurs, ceux qui vont intégrer les livrables pour les déployer dans les environnements, donc une équipe, tu vois, DevOps et DevSecOps, et aussi bien tout ce qui est MCO et MCS, sur la partie, on va dire, plus casquette SysOps, et sécurité, tu vois, du cloud, prendre en compte cette problématique-là, ouais, tout à fait. Conjointement, comme je te l'ai dit, avec les équipes cyber, voilà. Ouais. Et là, on aura vraiment une sécurité transverse du SI avec tous les acteurs qui sont sensibilisés à la sécurité. Et là, il y a eu cette faille-là. On a vu qu'il y en avait d'autres dans la supply chain. C'est quoi les enseignements tirés au sein de la communauté aujourd'hui sur les échanges que tu as pu voir? Oui. Les enseignements tirés, c'est ne faire confiance à personne. Non, ça va être évidemment, oui, c'est dans ce type de projet open source. Il est important, voilà, d'avoir une vision de qui fait quoi, comment les modifications sont introduites, tu vois, dans le code. Et c'est vrai qu'on n'est jamais trop méfiant. Donc, il faut avoir toujours un esprit critique, je pense, sur le projet qu'on a, sur ce qu'on fait, pour pouvoir un peu prendre de hauteur et avoir un raisonnement, tu vois, qui nous paraît le plus objectif possible, tu vois. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir énormément de demandes, alors est-ce que ça aurait pu être invité avec des sites, tu vois, on refait peut-être le monde, mais peut-être. Est-ce que la demande d'un coup en 2023, il y a eu énormément de demandes, est-ce que ça aurait pu peut-être titiller l'oreille de la scoline en disant non, là c'est quand même bizarre, pourquoi il y a autant de demandes, mais bon, tu vois, c'est quand tu fais confiance, après c'est difficile, tu vois. C'est vrai que le facteur humain, c'est toujours donc c'est pour ça, le but c'est vraiment, on sait que on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc il y aura toujours ce facteur-là qui sera à prendre en compte. Et d'où ce qu'on fait là, hein, c'est de la sensibilisation. Voilà, c'est vraiment sensibiliser les personnes à la sécurité et pouvoir un petit peu avoir un esprit critique de ce qui se passe. Voilà. Mais ça peut réarriver. Ça pourrait réarriver et ça va réarriver. Très bien, merci Lionel pour ton expertise. On a pu voir l'origine de cette vulnérabilité, où on a pu voir aussi comment elle fonctionnait et l'impact qu'elle pouvait avoir avec les actions à mener pour identifier, analyser et réduire les risques au sein des systèmes d'information, que ce soit de votre entreprise ou des clients pour lesquels vous travaillez. Tout à fait. Et je rajouterai sur les mesures de remédiation, il a également été évoqué une espèce de kill switch, donc qui permettrait donc à partir d'une variable d'environnement, si elle est activée, de entre guillemets inhiber la porte dérobée. Voilà. La backdoor. Donc ça peut être une méthode de résolution. Et enfin, comme tu l'as dit, Eddy, effectivement, cette vulnérabilité, elle met en lumière les risques liés à la gestion des droits aussi sur les projets open source et l'importance de surveiller, comme je te l'ai dit, activement ces contributions pour détecter les comportements malveillants et se prévenir au mieux dans notre communauté. Merci d'avoir suivi cet épisode de Squad Expert. Retrouvez tous nos podcasts cybersécurité, DevSecOps, CloudSec et intelligence artificielle sur toutes les plateformes de streaming. Et n'oubliez pas, Squad loves you.